In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro-ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission axée autour de Hong Sang-soo. On continue à visiter ou revisiter sa filmographie. C'est l'objectif de ce projet, en tout cas, de ce projet estival. Alors ça tombe bien parce que le 8e film, c'est la 8e émission, s'intitule Night and Day. Et alors, le titre coréen, c'est Bamgwa Nat, qui veut dire aussi nuit et jour. Mais on va y revenir tout de suite sur ce titre-là. Et le film se déroule à Paris. Ça aussi, c'est très important. Pendant l'été, on va en parler. Et nous enregistrons, parce on est très transparent chez Microciné et chez Prisme Cinéma aussi. D'ailleurs, on enregistre avant le 30 juin. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire et c'est ça qui est passionnant. Et mes invités, vous les connaissez très bien, Clément et Loïc de chez Prisme Cinéma, qui est un laboratoire d'images et de sons axé autour du regard sur le cinéma, donc sur le monde. Il y a une chaîne d'abord Twitch, mais aussi YouTube. Vous avez toutes les informations dans le descriptif. Ils sont déjà venus sur Microciné. C'est toujours un régal en tout cas. Je suis très content. Bonjour Clément, bonjour Loïc, comment allez-vous? Bonjour Samir, écoute, ravi de cette invitation renouvelée, c'est avec grand plaisir. Ouais, bonjour Samir, merci de nous recevoir de nouveau chez toi. En Enfin, chez toi, Sang-soo, en Sang-soo, sans Prisme Cinéma, c'est pas possible, j'ai envie de vous dire. Nuit et jour, qu'est-ce que vous en pensez du titre de ce 8e film qui a été réalisé donc en 2008? Oui, en 2008 si je ne me trompe pas. Vous en pensez quoi de ce titre? Mais le plus surprenant pour moi, c'est la quasi-absence de nuit dans le film, évidemment, qui saute aux yeux très vite quand on voit le titre, surtout quand le film dure 2h30. Ça doit être un des films les plus longs d'Hong Sang-soo, je pense. Donc on se dit, sur ce temps, sur cette durée, il va avoir la place de mettre quelques scènes de nuit quand même. Bah, pas forcément, en fait. Moi, ça me fait penser à une des scènes dans le film où donc le personnage principal discute avec un Coréen installé à Paris qui lui dit que l'été, on a du mal à différencier la nuit du jour dans la capitale. Et on pourrait dire ce qui est un peu amusant, c'est que le film est découpé par des cartons qui indiquent la date, 8 août, 9 août, etc. Mais finalement, un peu comme la nuit et le jour, les jours se mélangent un petit peu, les situations se répètent, et un peu comme toujours chez Hong Sang-soo, on a une sorte de un petit peu de plaisir de la variation jour après jour, de situations, de personnages qui se recroisent, de situations qui se recomposent. Donc finalement, les jours et les nuits et jours se mélangent un peu. D'autant que les scènes de nuit chez Hong Sang-soo, qui sont généralement des scènes de rêve, en fait, dans le rêve, on est dans le jour. Donc, même la nuit, il y a le soleil, quoi. D'ailleurs, c'est très intéressant ce que vous dites parce que vers la fin du film, pratiquement à la fin, il y a une séquence un peu particulière. Quand on découvre le film pour la première fois, on est un peu buté par cette séquence et on s'aperçoit finalement que c'est un rêve. Et on aimerait penser aussi que peut-être tout ce que nous avons vu serait-ce aussi un rêve parce que je vais vous dire le synopsis et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors, quand on regarde sur Wikipédia, moi, je ne sais pas raconter une histoire. Donc, je prends toujours une base. C'est un truc que je n'ai jamais su faire, même quand j'écrivais encore des critiques. Je ne sais pas. Donc, on va lire ça et puis ensuite, on va le déconstruire comme j'aime à le faire. Donc, le personnage principal s'appelle Sung Nam. Désolé pour si j'ai écorché le nom, les prénoms. C'est un jeune peintre. Oui, c'est un peintre coréen que je crois qu'il doit être à peu près peut-être la quarantaine, quelque chose comme ça, doit, pour échapper à une arrestation, fuir son pays. Il s'envole donc pour Paris, il trouve refuge dans une pension du 14e arrondissement qui appartient à un Coréen, un Sud-Coréen. D'abord un peu perdu dans ce pays qui lui est inconnu et souffrant de l'absence de sa femme, il traîne dans les rues de Paris. Bon, ensuite, il va, comme on est dans un film dans son sous, donc il va rencontrer des personnes et d'autres personnes et le tissu narratif va commencer à se développer. Là où je voulais en venir, c'est que le fait qu'il se trouve à Paris, dans la boue et on comprend qu'il ne peut plus, pratiquement pas retourner chez lui pour cette histoire-là, cette histoire très politique. Et puis d'un seul coup, on s'aperçoit qu'il peut rentrer chez lui. Et donc, on se dit à un moment au niveau de la narration, c'est très très bizarre parce que ce rêve qui aurait pu être quelque chose de réel, pour le coup, parce que ça renvoie aussi à une histoire qu'il a vécue à Paris. Et on se pose cette question, est-ce que vous vous êtes posé cette question à savoir est-ce que tout ça, c'était pas forcément, c'était peut-être aussi un rêve, d'où le titre Nuit et jour.
Moi, ce qui m'a surpris, en tout cas, c'est dès le départ cette sorte de prétexte juridique qui est donné au déplacement du personnage. Parce que, en Mm. tout cas, de nos points de vue de français, ça a l'air d'être absolument ridicule ce qui lui arrive. C'est-à-dire que il est soupçonné d'avoir fumé un joint dans une soirée, quoi, à peu près. Et que pour éviter les poursuites judiciaires, il va fuir à l'étranger, ce qui semble très, très rapidement exagéré. Donc, forcément, quand on arrive en France avec lui, on se pose déjà la question de est-ce que c'est un prétexte, est-ce que c'est le film qui crée le prétexte pour le personnage, ou est-ce que en effet tout ça n'est qu'une sorte de plaisir de Hong Sang-soo de balancer un personnage coréen à Paris et de lui trouver cette sorte d'histoire. Oui, d'ailleurs, cet événement-là initial est raconté par des cartons de texte au début du film, Mm. mais dès les premières images, on est déjà à Paris, enfin, on est au moment où le personnage arrive à Paris. Exactement. C'est vrai qu'on commence, le tout premier plan, c'est dans l'aéroport, enfin, c'est même pas dedans, c'est à l'extérieur de l'aéroport, et c'est le personnage qui rencontre un Français, et le Français lui dit attention, on n'aime pas trop les étrangers ici, vous allez pas être bien reçus, etc. Donc, Ah, il lui dit pas ça comme ça, il lui dit juste méfiez-vous. oui, oui, oui. Il lui dit juste méfiez-vous. Mais est-ce que c'est pas, ça serait peut-être pas forcément, ça serait peut-être ça aussi le style Hong Sang-soo dans la narration, dans ce qu'on appelle la narration dans les films. C'est-à-dire que il part de quelque chose qui est extrêmement grotesque et ce détail grotesque, il en fait tout un pataquès, c'est-à-dire qu'il en fait tout un film. Et dans le film, il y a plusieurs fois des moments comme ça où il y a par exemple cette soirée où ils sont tous ensemble, on devine qu'il va se passer quelque chose quand on connaît bien Hong Sang-soo. Et puis il y a un Nord-Coréen qui fait partie de ce qui est assez rare. Et puis quand le personnage principal s'en rend compte, bah, il le prend vraiment un peu à partie. Donc c'est des détails comme ça qui sont assez grotesques, mais qui finalement créent le rythme du film. Ouais, pour moi, la présence du Nord-Coréen, elle n'est pas vraiment de la même teneur que celle du début, parce que justement là, on convoque une sorte de division qui est très, très, très importante dans la culture coréenne, celle du Sud et du Nord, sauf que on l'envoie comme tout le reste du film à l'étranger. Et en fait, on se demande comment se manifeste la rupture entre les deux parties du pays, mais quand c'est juste deux personnes qui sont dans une soirée. Et c'est un peu tout ce que va faire le film, c'est-à-dire de parler de la culture coréenne, mais dans un contexte qui n'est pas coréen, et de voir comment est-ce que, en fait, elle évolue là-dedans. Et pour rebondir sur ce que tu disais, un peu ce prétexte inaugural, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose, on pourrait dire, de très typique, qui est que souvent les récits de Hong Sang-soo sont composés on pourrait dire, de situations et de péripéties relativement quotidiennes. Et donc, l'action du cinéaste, ça va être un petit peu juste de presque lancer deux billes pour les faire s'entrechoquer, ou alors créer, là, en l'occurrence, un petit déplacement géographique qui va tout de suite justifier le début d'un récit. Et d'ailleurs, dans ces films, on voit que des éléments comme le hasard sont extrêmement présents, puisque en fait, c'est, on pourrait dire, presque le petit coup de pouce que donne Hong Sang-soo à ses personnages. Typiquement, là, au début du film, Sung-nam qui recroise une ex-petite amie à lui, par hasard dans Paris. Hop, il suffit comme ça de presque faire s'entrechoquer deux éléments, et ensuite, on peut déployer comme ça tout un tas de situations. Pourquoi avez-vous choisi donc ce film, Night and Day? Enfin, c'est plutôt presque moi qui l'ai choisi, je pense, parmi les quelques films. Enfin, je l'ai regardé par curiosité, parce que justement, c'était un film qui se passait à Paris. Donc forcément, c'est un peu curieux, ça donne envie de voir comment Hong Sang-soo s'y intéresse, parce que, sauf si je me trompe, il est allé très très peu à l'étranger. Enfin, il a fait un autre film à Cannes avec Isabelle Huppert, dont j'ai oublié le La titre caméra de à Claire, l'instant. ouais. Voilà, La caméra de Claire. Mais que, en fait, il revient presque à ses racines romériennes. Lui qui a toujours été très inspiré du cinéma de Rohmer, du cinéma de la rencontre fortuite et de juste presque du vaudeville poétique. Et en fait, de voir comment est-ce qu'il va se réapproprier lui-même l'espace parisien. Je voulais savoir s'il allait être un peu ébahi comme un touriste. Est-ce qu'il allait s'y installer comme un étranger? Comment est-ce qu'il allait poser sa caméra dans la ville, quoi. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est qu'il y a quelques moments dans le film où donc, le personnage principal est peintre, qui est aussi une récurrence chez Hong Sang-soo d'avoir des personnages principaux qui sont des romanciers, des réalisateurs, des artistes en tout cas. Et il y a plusieurs moments où il y a des petits panoramiques de caméra entre le sujet peint par Sung-nam et lui-même en train de peindre, comme s'il y avait une sorte de continuité entre
le geste de la caméra et celui du peintre, en l'occurrence qui dessine. Et donc il y a cette idée un peu de dire que, en projetant ce personnage d'artiste à Paris, Hong Sang-soo lui-même se retrouve un petit peu en touriste, à voilà, essayer de croquer la ville sous un jour un tout petit peu, encore une fois, un tout petit peu décalé du regard que peut en avoir un autochtone. Et c'est d'ailleurs souvent assez amusant, alors même si on retrouve évidemment quelques monuments, quelques lieux emblématiques de Paris, de voir la façon dont il fait cette espèce de portrait assez composite, souvent un petit peu incongru. Il y a tout un moment où, un petit peu en contrepoint de l'idéal romantique parisien, il filme une crotte de chien qui dérive dans un caniveau. Et il y a quelque chose comme ça de presque doucement irrévérencieux un petit peu dans ce portrait de Paris, où en même temps on sent que c'est une ville qui l'inspire et qui filme vraiment pendant tout le film. On est quasiment, enfin très souvent dans les rues, les cafés, les ponts, etc. Mais voilà, il y a ce côté toujours un petit peu petit pas de côté qui est présent. Et comme le dit Clément, ces petits pas de côté, on a toujours du mal à savoir s'ils sont vraiment orchestrés par Hong Sang-soo lui-même ou si juste il se trouve qu'alors qu'il avait mis ces acteurs-là, juste à côté, il y a quelque chose en train d'advenir. Donc, il va faire un panneau pour mélanger les deux. Et en plus, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'à plusieurs moments dans le film, finalement, les personnages partent de Paris, restent en France, mais vont à Deauville. C'est vrai. Et presque comme si eux-mêmes, enfin même comme si Hong Sang-soo lui-même, devenu parisien, voulait un petit peu prendre l'air, voulait un petit Exactement. peu aller se Exactement. réfugier et voir la mer. Exactement, comme beaucoup de Parisiens font quand il y a des week-ends prolongés, c'est exactement ça. Mais j'avais une autre question, mais je rebondis sur ce que vous étiez en train de dire, Clément et Loïc. Oui, voilà, on a un cinéaste sud-coréen qui se retrouve dans dans un autre lieu, dans une autre géographie, et il va faire son cinéma dans une autre géographie. Mais si on compare, alors on compare à un degré moindre, d'accord, un degré moindre avec Midnight in Paris de Woody Allen. On a deux manières de voir un cinéaste étranger dans un pays, voilà, dans un cinéaste dans un pays étranger. Midnight in Paris, Woody Allen est à Paris et il se ressource de ça, c'est-à-dire de l'histoire et de l'ambiance, et son cinéma essaie de cohabiter avec ça. Et puis il y a aussi le regard vers l'autre et le regard surtout au niveau du rétroviseur. Alors qu'en Sang-soo, c'est une idée comme ça, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que quand il va à Paris, c'est plus pour dire, est-ce que le cinéma que j'ai l'habitude de faire là où je suis, est-ce qu'il tient la route ailleurs? Ça ne veut pas dire pour autant qu'il s'empare de Paris, qu'il essaie de comprendre cette ville. C'est surtout, il en reste toujours à son propre cinéma. Est-ce que mon cinéma, finalement, comment dire, n'est pas lié uniquement à une géographie qui est la Corée du Sud? Non, non, c'est lié à tous les pays, toutes les villes au monde. Et plus on avance dans le film, plus j'ai cette sensation-là. Ben, j'ai pas vu le film de Woody Allen, en tout cas, je sais pas si toi, Clément, tu l'as vu. Je voulais pas. Ouais, bah vas-y, je t'en prie alors. Non mais effectivement, c'est sûr que Woody Allen, c'est Paris sous un jour extrêmement idéalisé. Mais je pense que ça raconte beaucoup de se dire Woody Allen repartirait de Paris en se disant ah j'ai vu tous ces lieux marqués par l'histoire de l'art, et Hong Sang-soo dirait ah j'ai filmé les feuilles d'un arbre, c'était très joli Paris pour ça. Et il y a quelque chose comme ça toujours d'extrêmement prosaïque, on pourrait dire chez Hong Sang-soo. C'est un cinéma extrêmement évidemment assez dépouillé, mais on pourrait dire assez matérialiste. Enfin, on sent qu'il y a une espèce d'accès sans détour au réel. C'est pas du tout, c'est un peu une expression toute faite, mais c'est pas du tout une image qui fait cinéma, entre guillemets. Hein, il y a une sorte de crudité dans l'approche de ce cinéma, en particulier depuis qu'il tourne en numérique. Et donc, il y a toujours cette idée de dire, finalement, voilà, on esquive complètement, on pourrait dire, le bagage un petit peu parisien, et on regarde un petit peu concrètement à quoi ressemblent les rues. Et d'ailleurs, très souvent, je trouve qu'elles ne sont pas magnifiées. Enfin, en tout cas, il y a un côté assez terne, souvent, dans les images du film. Il y a quelque chose de... Est-ce qu'on arrive à retrouver un Paris un peu quotidien, finalement, à travers les errances de ce personnage? Oui, je pense que le pari de Hong Sang-soo, quand il fait ce film, c'est beaucoup très vite de se projeter lui-même, comme on le disait, avec le fait de partir à Deauville, de filmer un petit peu des images moches, entre guillemets. C'est de se projeter lui-même en tant que Parisien et d'essayer de capter la ville telle qu'elle se présente à lui, sans s'arranger, sans l'éclairer ou sans prioriser certains endroits. On ne voit pas la Tour Eiffel, on voit juste l'intérieur du musée d'Orsay et le fameux tableau La naissance du monde.
Mhm. mais à aucun moment il essaye de L'origine du magnifier monde. la ville, l'origine du monde, oui, pardon. Et il essaye jamais de magnifier la ville pour ce qu'elle n'est pas. Par contre, il trouve toute sa beauté en fait dans ce qu'elle est naturellement. C'est dans ces petites rues, dans ces petits espaces, mais qu'on retrouve aussi en fait dans son cinéma à lui. C'est des petites rues, des petits restaurants, des petits bars. Et Mm. il est intéressé justement de voir à quoi ça ressemble une terrasse à Paris face à une terrasse sud-coréenne, quoi. Il y a d'ailleurs une séquence tout à fait anecdotique dans le récit, mais où le personnage va dans un bureau de tabac pour acheter des cigarettes, et qui est presque une séquence purement, entre guillemets, pittoresque. Enfin, combien de cinéastes s'arrêteraient à Paris filmer un bureau de tabac plutôt que la Tour Eiffel, quoi. Et il y a un truc comme ça de voir, finalement, cet endroit-là, est-ce que ça me raconte pas beaucoup plus de la vie parisienne qu'un monument que tout le monde a déjà vu? Il est peintre, certes. Il rencontre deux femmes, Young-ju et donc sa colocatatrice, je ne sais plus comment, voilà, Yu Young, qui est une étudiante aux Beaux-Arts. Elle aussi, elle a un historique très sympathique. Et donc, Yu Young lui montre ses propres dessins. Enfin, ses propres dessins. Mais ça, pour le coup, je ne vais pas trop le dire parce que c'est intéressant de le découvrir pendant le film. Mais là où je veux en venir, c'est que, en fait, pendant 2h24, à part des moments où on voit ses propres travaux à ce peintre coréen, mais on ne le voit jamais travailler. On ne voit jamais ce peintre peindre. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Alors que dans les films de Hong Sang-soo, lorsqu'il filme des artistes, on les voit de temps en temps penser, réfléchir à leur art, voire même travailler. Lui, on le voit vraiment de côté. Et donc, il y a ça. Et pour illustrer ce que je viens de dire, il y a deux moments assez intéressants qui sont aussi anecdotiques, mais le film n'est rempli que de cela, et c'est ce qui fait le film d'ailleurs. Il y a un moment où il accompagne donc quelques-uns de ses amis avec qui il vit dans cet appartement, voir un peintre important sud-coréen. Et ce peintre, si je crois bien, a une femme, ils ont un enfant, un bébé. Et un moment, il y a la question de l'art, de la peinture. C'est quoi la peinture? Qu'est-ce que c'est là? Il faut magnifier les peintres, il faut magnifier les créations. Et puis, ce peintre-là, donc notre personnage principal, prend le bébé dans ses bras, le regarde et lui dit: tu es la plus belle des choses. Et le deuxième exemple, c'est que lui, toujours, il est dans la rue, il marche comme il fait habituellement avec son sac son sac orange, un petit sac orange où il a toute sa vie. Et dans la rue, il est interrompu par une équipe de tournage, donc deux régisseuses, pardon, qui lui demandent de s'arrêter parce qu'il y a un tournage, mais que dans quelques minutes, il pourra reprendre sa route. Et puis d'un seul coup, l'une des deux régisseuses trouve quelque chose par terre, donc elle sort du cadre, elle sort du tournage, elle sort du cinéma, et elle voit qu'il y a un petit moineau qui est tombé de son nid, et pendant 2 minutes, enfin, ouais, 40-50 secondes, c'est très très beau, ils sont tous les trois à regarder ce petit moineau alors que le cinéma les attend. Et le film, finalement, fait toujours un pas de côté par rapport à ça. On parle d'un peintre on ne voit jamais peindre. On parle de qu'est-ce que c'est que l'art, qu'est-ce que c'est que la peinture, et en même temps, finalement, Hong Sang-soo nous dit que la plus belle des choses, c'est basique, certes, mais c'est ce bébé, donc c'est autre chose, c'est la vie. Et puis il y a ces incidents de la vie, comme ce petit moineau. Et ça m'a beaucoup surpris dans ce film en le revoyant, parce que souvent que surtout dans ses précédents films, c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de place dans le rythme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a marqué. Cette chose que je n'avais pas vue à l'époque, mais m'a un peu intrigué par rapport à ça. Déjà, comme tu le dis, on ne le voit pas travailler, on ne le voit pas forcément réfléchir à son art, mais en plus, on ne voit pas la nature de son travail, si je ne m'abuse, avant la toute fin du film, où une fois de retour en Corée, on voit enfin ces sortes de tableaux de nuages qui sont la marque en fait de cet artiste, mais comme si justement il avait laissé tout ce travail en Corée. On ne sait pas trop comment est-ce qu'il se prétend encore peintre, est-ce qu'il travaille encore en Corée, est-ce que c'est vraiment juste une histoire qu'il a laissé ça derrière lui, même d'il y a longtemps, enfin temporellement, j'entends. Mais oui, on a cette sensation-là que à Paris, ce qui intéresse le personnage, c'est plus du tout son travail de peintre, et que c'est presque plus pour se définir humainement. Même quand à un moment, il est justement, tu en parlais, la scène où il découvre les travaux de la jeune femme,
qui a une sorte de carnet de croquis, etc. Il va pas non plus rentrer en détail dans une sorte d'analyse, même si c'est ce que les femmes attendent de lui. Elles ont envie d'un retour un peu complet, un peu intéressant de la part d'un peintre professionnel. Mais lui, il n'a pas envie de parler de ça. Il constate juste, il regarde autour de lui. Et c'est, en effet, comme tu le disais, c'est un film qui s'intéresse plus à la beauté de la chose, plus qu'à la beauté de l'acte de dépeindre la chose. Ouais. Moi, je dirais deux choses, c'est que effectivement, c'est très juste cette idée de dire que finalement, enfin, je pense qu'on pourrait sur ce point, en tout cas, faire continuer le parallèle entre le personnage et Hong Sang-soo, mais finalement, c'est un personnage d'artiste qui passe son temps à déambuler dans Paris en attendant qu'un moineau lui tombe sur l'épaule, comme ça se produit donc dans la scène que tu décris. Et c'est vrai que souvent chez Hong Sang-soo, il y a un peu cette idée que film après film, et on sait qu'il est très prolifique, mais il part un petit peu en quête de petites épiphanies comme ça, des petits éléments un petit peu presque spontanés du réel qui vont d'un coup illuminer et presque justifier à eux seuls l'existence du film. Là, dans ses plus récents films, je pense notamment à un moment dans La Romancière, le film et le heureux hasard, où au milieu d'une discussion très typique du cinéma de Hong Sang-soo, de mémoire de femmes dans un restaurant, il y a une petite fille qui, à l'extérieur, vient mettre ses mains sur la vitre pour Ouais. regarder, et d'un coup, ça produit quelque chose. On ne sait pas si c'est orchestré ou si c'est totalement spontané. Et il y a une espèce comme ça de petite percée d'un élément qui semble venir du réel, comme ça, qui émerge au sein du film. Et donc, finalement, cette espèce d'errance, en tout cas cet artiste qui n'a pas l'air d'en être un, pourrait correspondre peut-être, en tout cas, à la démarche un peu de Hong Sang-soo. Et puis il y aurait autre chose qui est que finalement ce personnage principal de peintre, on développera sûrement sur lui après, mais il est un peu en toc finalement, quoi. Et on a un peu l'impression que être peintre, c'est aussi un statut que lui met en avant et qui lui donne une certaine position d'autorité, mais finalement, on ne le voit jamais vraiment travailler. Et il y a même une discussion avec Yu Jong où on comprend que finalement, il est peintre, mais ça marche pas si bien que ça, quoi. C'est pas un artiste non plus d'une très grande renommée. Et c'est d'ailleurs, je trouve, un personnage assez intéressant parce que plutôt antipathique sur beaucoup d'aspects. Enfin, en tout cas, vraiment un personnage extrêmement faillible. Et même finalement, ce déplacement initial de la Corée vers Paris peut aussi témoigner d'une forme de lâcheté ou une façon d'échapper à ses responsabilités, qui est quelque chose qui refera à plusieurs reprises dans le film. D'ailleurs, Clément, ce que tu ne dis pas, c'est que par rapport aux apparitions de l'autre côté d'une vitre, il y a, je pense, la meilleure de la carrière de Hong Sang-soo à la fin dans la séquence de Corée, pendant quand ils sont dans les bains, et tout d'un coup, il y a une sorte de porc comme ça qui vient un gros gratouiller l'arrière d'une vitre. Ouais. C'est dans cette scène de rêve très bizarre. Oui, mais il y a aussi ce plan, alors pas dans La Romancière, hein, attendez, il y a ce plan, ce travelling, donc ce plan assez beau aussi, où on le voit avec une bouteille de vin. Il va donc voir l'une des deux femmes, et finalement, bon bref, il peut pas y rentrer, tout ça, donc il reprend, il repart dans l'autre sens, et à ce moment-là, il croise un petit garçon qui est devant un restaurant, je crois que ça va être un restaurant asiatique, sud-coréen certainement, je sais pas, bref, peu importe, et qui lui a une bouteille d'eau. Et ce moment est juste extraordinaire. Et ça rejoint ce que tu dis, Clément, ce que tu dis aussi, Loïc. J'ai une théorie aussi fumeuse et surréaliste, je vous préviens, mais j'ai l'impression que c'est pour avoir toujours pris le temps de voir ce qu'il y a autour de lui, c'est comme s'il y avait quelque chose d'assez qu'on peut pas, d'abstrait qui le lui rend bien. Parce qu'il y a des moments, je me dis, mais comment peut-on capter? Tu parles de Clément avec cette petite fille dans La Romancière. Enfin, j'ai fait une émission qui a été faite avant celle-ci, mais c'est la personne qui en parle et me disait, mais est-ce que ça a été improvisé? Il se posait la question. Oui. Et il y a quelque chose comme ça de l'ordre de l'irréel, de l'abstraction, qui fait que quelque chose... il y a une forme de compliment, voilà, de félicitations qu'on donne à Hong Sang-soo parce qu'il a une capacité vraiment à observer, mais pas pendant le tournage, mais à observer dans sa vie. Il y a quelque chose qui fait que ça peut fonctionner, qu'il sait exactement où mettre la caméra, où filmer, où faire ce gros plan, s'il doit faire un gros plan. Il y a un truc très organique avec la caméra qui est assez passionnante chez lui. C'est vrai qu'il y a une vraie sensation d'organicité
Enfin, du fait que beaucoup de cinéastes aient déjà exactement en tête l'image qu'ils veulent filmer, refusent quand il y a une sorte de petit accro de garder ce plan et d'en refaire une. Donc Sang-Soo, c'est presque l'inverse. On a l'impression qu'il pose sa caméra, qu'il va laisser les choses advenir devant et que, comme tu le dis, presque une sorte de karma positif qui lui rend de tu laisses ta caméra quelque part, filmer quelque chose, il va forcément advenir du beau. Parce que le beau est dans la nature et le beau, il suffit de le voir, quoi. Il suffit de le regarder. Et j'ajouterais juste que ce que je trouve moi vraiment très fort et on pourrait dire très particulier chez Hong Sang-soo, c'est qu'il y a effectivement cette dimension presque de l'ordre de la captation et en même temps, dès qu'on regarde un petit peu précisément la composition des plans, la façon dont les acteurs se déplacent à l'intérieur, etc., il y a un travail extrêmement précis qui accompagne cette apparente désinvolture, on pourrait dire. Moi, je regarde toujours comment est-ce que les personnages sont assis, parce qu'évidemment, on a en tête le plan Aung San Suu, c'est-à-dire 2 ou 3 personnes face à face en train de discuter, mais il y a toujours comment dire, le placement géométrique, on pourrait dire, des personnages dans le cadre, va toujours nous raconter qui est plutôt du côté de qui est plutôt attiré par qui se met un peu entre les deux. Là, c'est typiquement le cas dans une des premières séquences où Sung-nam se retrouve avec les 2 colocataires. Il y a celle dont il est amoureux qui est en face de lui et celle qui va être plutôt amoureuse de lui qui est juste à sa gauche comme ça, comme si elle faisait barrage un petit peu entre cette union qui est en train de se dessiner. Et donc c'est assez fort tout de même de la part de Hong Sang-soo d'arriver à conjuguer, on pourrait dire, ces deux dimensions. En fait, c'est des films pleins de détails extrêmement précis et en même temps suffisamment ouverts pour capter des choses qui ont l'air, en tout cas, spontanées. Il y a deux aspects qui définissent souvent le cinéma de Hong Sang-soo, même ceux qui n'ont jamais vu les films de Hong Sang-soo et à qui on en a parlé. Il y a déjà que bon, celui-là, c'est son 8e film, mais il en fera 24 autres à venir. Le fait que ça soit très court, entre 1h, voire 1h20, 1h25, alors que les premiers films sont longs, ça peut arriver jusqu'à 2 heures. Là, celui-là, je pense, si je ne me trompe pas, c'est son plus long film, pas plus lent, mais plus long film, 2h24, donc c'est exceptionnel. Et il y a aussi, dans le cinéma d'Hong Sang-soo, dans la construction narrative, parfois des gros blocs, je dis bien des gros blocs séquentiels où l'on voit des personnes discuter, souvent dans un restaurant, et ils sont ivres. Et ça ne dure pas 3 minutes, ça peut durer jusqu'à 10 minutes. Dans ce film, donc, c'est pas court, c'est long, et c'est pas lent, j'insiste bien là-dessus, c'est vraiment pas lent, c'est pas ennuyeux du tout, c'est long, 2h24, et puis surtout, les rares moments où il y a effectivement des scènes d'enivrement, elles sont très courtes. Et comme s'il n'avait pas le temps, lui, Hong Sang-soo, c'est vraiment une parenthèse pour le coup, comme s'il avait vraiment pas le temps à cela, qu'il fallait aller ailleurs. Donc, toujours dans l'expérimentation. Parce qu'en Sang-soo, quand il fait un flou, c'est pas forcément, c'est pas que une idée esthétique, c'est parce qu'il se dit, à ce moment-là, j'ai envie de faire un flou ou j'ai envie de faire un gros plan. C'est une expérimentation film par film. Et on peut comprendre d'ailleurs l'état de son cinéma à chaque fois qu'il fait un film. Où est-ce qu'il en est cinématographiquement parlant? Et là, l'idée de ne pas perdre, de se contredire, de contredire son cinéma, je trouve ça assez intéressant parce que ça propose d'autres alternatives qui sont pas forcément évidentes chez Hong Sang-soo, mais qui sont assez intéressantes. Et je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à tout ça. La présence de l'alcool déjà dans le film, elle rappelle un peu ce dont on parlait tout à l'heure, la séquence où il arrive avec une bouteille de vin et que finalement on lui dit non, ça va pas être possible, comme si en fait c'est le personnage lui-même qui n'a pas le droit de partager des séquences d'enivrement avec les autres. Soit on lui refuse, soit il n'y a pas le temps, soit comme une autre scène encore dont on parlait avec la présence du Coréen du Nord dont la présence va faire fuir en fait le personnage, comme si justement l'absence d'alcool dans le film était en fait au diapason de l'absence de célébration et en fait de sociabilisation forte du personnage. Et je me demande si c'est pas aussi, on pourrait dire un peu au diapason de cette idée de dépaysement, enfin en tout cas du fait que le personnage soit un petit peu coincé à Paris sans vraiment possibilité, enfin en tout cas a priori de rentrer. Et donc on a un enchaînement de scènes assez courtes, comme si finalement il n'arrivait pas vraiment à trouver ses marques, et en même temps on sent que lui subit une sorte de pression qui est jour après jour son compte en banque se vide, et donc ça devient de plus en plus précaire pour lui de rester à Paris. Donc finalement il y a presque
une urgence discrète derrière cette espèce de montage qui fait effectivement s'enchaîner assez rapidement les séquences et les jours. Au bout d'un moment, on perd un peu le compte de quel jour était inscrit sur le précédent carton qu'on a vu. Est-ce qu'on a fait un bond de 2 ou 10 jours? On est parfois un petit peu perdu temporellement, et j'ai l'impression que ça raconte aussi cette idée que lui s'enlise et à gauche à droite, finalement, on ne trouve pas vraiment de façon de pérenniser son séjour parisien. Mais cette question que tu poses, Clément, de son porte-monnaie qui se vide, moi, c'est un truc que j'ai pas du tout ressenti devant le film. J'avais pas la sensation d'une forme d'urgence du personnage de renflouer les caisses, même si j'ai pas l'impression que ce soit forcément très traité. Plus justement l'inverse, une sorte de personnage qui s'appesantit à Paris et qui reste, qui finit par y rester tellement longtemps qu'on ne sait plus exactement combien de temps il y est resté, et que finalement va rentrer en Corée sur un coup de tête, sur un petit message qui tout d'un coup n'est pas synonyme d'une sorte d'arrivée d'échéance, mais vraiment juste de bon, ben voilà, ce sera ce jour-là, et puis pas demain. Comment dire, effectivement, je ne peux pas dire que c'est un enjeu central du film. Après, il y a quelques séquences où, notamment, on le voit distribuer son CV, par exemple, à un restaurant, ou une ou deux scènes comme ça qui tournent autour de cette question. Et c'est amusant parce qu'il y a un moment dans le film où il va au casino avec Yoo Jae-on et il lui donne une partie des gains. Et finalement, tout le film est un peu structuré là-dessus, c'est-à-dire il va à Paris comme si c'était un casino, il essaie de miser sur des relations, et finalement, une fois qu'il a misé tout ce qu'il avait, il rentre en Corée, quoi. Moi, j'aimerais bien savoir comment tu l'as un peu, tu l'as un tout petit peu évoqué, Clément, dans la conversation. J'aimerais savoir comment, selon vous, Hong Sang-soo regarde ce personnage. Parce que, il travaille pas. 2, moi, Loïc, c'est pire que toi. Pour moi, j'ai jamais eu la sensation qu'il avait des problèmes d'argent. D'ailleurs, je sais même pas comment il a cet argent. Je sais pas d'où vient cet argent. Peu importe, on s'en fout. Mais il y a un moment, je me pose la question quand même, parce que peut-être que tous les films que j'ai pu voir de quelqu'un, un étranger qui arrive à Paris parce qu'il y est contraint, donc il faut un moment qu'il vive, qu'il travaille et tout. Bon. Il retrouve une ancienne copine. Enfin, il se rappelle même pas que c'était une ancienne copine. Et elle lui dit à un moment qu'elle a avorté 6 fois. Enfin, c'est quand même une phrase extrêmement violente. Et lui, bon, il est un peu dans. Il y a un moment, la Yu Young, faut dire ce qui est, il a envie de la posséder. Il y a même une séquence assez particulière où il dit, je veux aspirer ton corps. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'assez atypique, voire même un peu pénible parfois. Et il y a plein de trucs comme ça. Il se rend compte à un moment que c'est une merde et il pleure. Et il y a un pote à lui qui le prend dans ses bras. Il y a plein de choses comme ça. Et puis à la fin, on le revoit donc de retour chez lui dans cette, je sais pas si c'est un appartement, une maison, peu importe. Donc, en tout cas, c'est un salon. Il est assis avec sa femme sur des fauteuils en cuir. Donc, on sent que peut-être il appartient à une catégorie sociale, à une classe sociale qu'il n'avait pas quand il était à Paris. Et donc, on suppute des choses, mais il ne faut pas trop supputer, il faut prendre ce qu'il y a dans le film. Mais on se dit que, en tout cas, dans ce pays, il est beaucoup plus à l'aise. Voilà. Mais moi, j'aimerais bien savoir comment, selon vous, il le regarde, ce personnage, Hong Sang-soo, qu'il malmène pendant tout le film. Oui, c'est clair que, en effet, il est très antipathique, ce personnage. Et comme tu l'as dit, il y a beaucoup de scènes où on le trouve un peu trop loin, et même Hong Sang-soo, quand il nous partage ses rêves, c'est aussi des rêves moralement problématiques, quoi. Il y a une agression, il y a une tromperie, enfin, il y a vraiment un personnage qui semble ne pas être du tout aimable, mais il y a un peu évidemment d'empathie, parce qu'à partir du moment où il va le filmer, il va le suivre pendant 2h40, enfin 2h24, pardon, il s'intéresse quand même à lui, il l'aime bien, il se dit mais comment est-ce que une telle personne qui est un peu, oui, dans le flottement, qui se laisse porter par le courant de la vie, c'est sûrement pour ça aussi qu'il lui choisit ces peintures de nuages, une sorte de sensation un peu juste aérienne, de calme, de sérénité, qui s'intéresse pas trop en fait aux réalités des autres, qui se souvient pas du tout de sa copine qui a avorté 6 fois, c'est quand même extraordinaire, et plus on en découvre, plus on est surpris. Mais quand même, il lui offre quelques moments de rédemption morale, on peut dire, où typiquement, avec cette copine qu'il retrouve, il décide au début de pas coucher avec elle, pour à la fois donc la copine qui est encore en couple, pour lui-même, pour préserver sa femme. Et donc, il a quelques moments au casino aussi,
de gentillesse, de bonté. C'est pas un personnage qui est juste purement antipathique, qui est purement méchant. C'est vraiment une sorte de petit mec, en fait, de petit mec coréen. Et bon, ben, il est comme il est, et suivons-le. Bah, c'est sûr que le portrait est assez critique, puisque moi je trouve même cette séquence que tu pointes, Loïc, qui est intéressante, où effectivement on pense qu'il va coucher avec son ancienne copine, et en fait non, il la repousse. On se demande si c'est d'ailleurs assez amusant, parce qu'il met un peu la Bible entre elle et lui à ce moment-là, où il se cache derrière des citations comme ça un petit peu morales. Et il y a presque l'idée que il la met à distance tout de suite, parce qu'il sait que, n'ayant aucune volonté, il n'arrivera pas à résister très longtemps à ses avances. Donc il trouve cette espèce de bouclier qu'est la Bible pour ne pas faire face au fait qu'il ne va pas résister à la tentation lui-même. Et donc il y a quelque chose d'un petit peu misérable, quoi. Effectivement, il se comporte très mal avec les femmes. Mais ce qui est assez intéressant et assez fin dans le film, c'est que on voit que elle, même si parfois effectivement il va réussir à coucher avec elle, etc., mais elles sont jamais dupes en fait de ces petites manigances. Et donc on peut presque prendre en pitié ce personnage un peu lâche. Voilà, je pense typiquement à Young Jeon. On sent que elle entretient finalement l'attirance que lui a pour elle, à la fois pour rendre jalouse un petit peu sa coloc, parce qu'elle pense que c'est un peintre réputé pendant un moment. Et d'ailleurs, il y a une séquence où justement le personnage principal avoue que finalement sa peinture n'a pas trouvé un succès incroyable. Juste après, il essaie de l'embrasser et elle lui dit ça ne sert à rien, un peu comme si finalement c'était pas si utile d'entretenir cette relation. On sent qu'elle lui soutire de l'argent, etc. D'ailleurs, la séquence au casino est placée juste avant la première scène où ils vont coucher ensemble. Et donc il y a quelque chose toujours où finalement ce personnage essaye de manipuler, essaye d'arriver à ses fins qui sont discutables, mais il est toujours lui-même un peu manipulé à son tour, en fait, par des femmes qui ont toujours un peu un pas d'avance sur lui, d'une certaine façon. Et le rapport qu'il entretient aussi avec les hommes est très bizarre, parce que c'est un rapport qui se termine toujours par un bras de fer. Et, ça donne une idée un petit peu de ce grand gaillard. Il ne discute jamais avec les hommes. Ou alors il y en a un avec qui il discute parce que peut-être il est plus âgé, il y a quelque chose. C'est cette espèce de... Je crois que c'est le propriétaire de l'appartement. Ouais, de la pension, ouais. Ouais. Il y a un truc comme ça avec lui qui s'installe et qui est assez beau en même temps, parce que tellement différent de ce qu'on voit, tellement différent de ce qu'on peut voir avec d'autres hommes. Parce qu'avec d'autres hommes, ça se termine soit par un bras de fer, ou alors par quelque chose comment je pourrais dire ça, une espèce de début de conversation qui finalement finit par être inachevé, parce qu'une forme de lâcheté, ou parce que c'est des raisons que je ne comprends pas, mais alors qu'avec les femmes c'est autre chose, c'est différent, je sais pas, ce personnage n'arrive pas à le positionner par rapport, comme tu dis très bien, comme vous dites très bien, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux nuages, mais qui ne s'intéresse pas forcément aux humains, finalement. Mais pour moi, le plus flagrant dans cette sorte d'incapacité de le comprendre, c'est la toute dernière portion du film, le moment où il retourne en Corée, où on a beaucoup de mal à saisir est-ce qu'il est vraiment juste avec une femme, est-ce qu'il la trompe, est-ce qu'il rêve de la tromper, mais est-ce qu'il le fait vraiment? Et donc c'est cette sorte de personnage qui est c'est ça, qui est toujours dans une sorte d'autre endroit, qui rêvasse, qui imagine, qui désire, mais qu'on saisit jamais vraiment dans son... On saisit jamais vraiment qui il est à 100%. En plus, il y a, pour ajouter à ce côté où finalement on peut aussi le prendre en pitié, c'est que notamment dans la séquence que tu décrivais, Samir, où il se met à pleurer, il est conscient un petit peu de sa propre bassesse, et typiquement dans le rêve qu'il fait à la fin du film, c'est assez curieux parce qu'il se rêve en tant que mari adultère extrêmement désagréable, qui rudoie sa maîtresse, etc. Donc finalement, on sent que lui est presque victime de ses propres travers, quoi. Dernière question de ce film Night and Day, réalisé en 2008. Donc je rappelle, c'est son 8e film, et il est disponible en DVD ou alors sur toutes les plateformes VOD. Par rapport aux autres films que vous avez pu découvrir de Hong Sang-soo, comment vous le positionnez, ce film-là, Night and Day? Comment vous le placez? Pour être honnête, moi j'ai vu que des films postérieurs à Night and Day. C'est un peu le film le plus jeune, le plus vieux du coup de Hong Sang-soo que j'ai vu. Et en effet, j'y vois comme, face au film plus récent, que
il s'inscrit dans une sorte de dépouillement progressif où là, il y a encore des panoramiques, il y a encore des plans, des mouvements. Je vois même au générique, il y a de la lumière, il y a des électros, il y a un chauffe-up, etc. Et on est encore dans une période où, c'est ça, il fait encore usage de techniques de cinéma classique et qu'il va de plus en plus dépouiller après, comme on le disait, par rapport à la durée, par rapport aux séquences qui vont être de plus en plus longues et juste laisser les comédiens dérouler. Là, il y a encore une sorte de scénario, une sorte de trame un petit peu, de vaudeville, de triangle amoureux dont on ne sait pas comment il va se régler, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que effectivement, comment dire, le film n'est pas encore la version que Hong Sang-soo sera lui-même plus tard dans ses films plus récents, mais il y a en même temps déjà beaucoup des éléments qui sont là. Moi, le film m'a évidemment fait penser du coup à La Caméra de Claire, qui est l'autre film un petit peu touriste entre guillemets de Hong Sang-soo où il filme à Cannes. D'ailleurs, on parlait de ce personnage principal assez désagréable, mais dans La Caméra de Claire, Hong Sang-soo fait un peu son autoportrait à un moment où lui-même vient de tromper sa femme avec l'actrice qui interprète dans le film l'actrice avec laquelle le personnage de réalisateur trompe sa femme. Donc il y a aussi cette idée un peu de... finalement, je pense qu'il se projette aussi dans ce personnage plein de travers. Les séquences de rêve évoquent assez directement un de ses tout derniers films qui est Walk Up, qui est aussi assez flou sur cette frontière entre rêve et réalité. Et ce qui, il faudrait... effectivement, en fait, j'ai vu à peu près les mêmes films que Loïc, donc rien qui précède Night and Day, mais finalement, après ce film-là, il y a plusieurs de ces films où c'est pas lui qui sera touriste dans un autre pays, mais il fera venir des touristes dans son cinéma, notamment à travers les personnages interprétés par Isabelle Huppert, pour toujours creuser un petit peu ce sillon de, à partir du moment où on a quelque chose qui fait un petit peu décalage, finalement on comprend un peu plus en profondeur, ça nous permet d'éviter la couche superficielle de ce qu'on filme, et puis on voit que derrière les mots qu'on comprend pas toujours, il y a des petites choses qui se cachent, et j'aime bien cette idée un petit peu de cinéma un peu touriste, quoi. Je trouve que ça va bien à certains films de Hong Sang-soo. Cela dit, un peu étrange d'avoir décidé d'en faire un remake 2 ans plus tard et d'avoir décidé de mettre Tom Cruise dans le rôle principal. La séquence de moto, c'est... Et il y a un seul personnage féminin en plus, il n'y a plus les trois là. C'est vrai. C'est bizarre. La séquence d'avion au début est très bien, mais c'est après, vrai, elle est chouette. Bah, les deux commencent dans un aéroport en fait, finalement. C'est vrai ça, c'est vrai. Oui, d'ailleurs, en même temps, c'est logique. Et l'ouverture, le début non, il faut qu'on arrête là, parce que ça devient compliqué. Non, mais le début du film de Sang-soo commence comme n'importe quel thriller ou polar, quelqu'un qui vient et qui dit au personnage principal, méfiez-vous. Et je trouve que cette phrase, méfiez-vous, elle a une résonance aujourd'hui avec ce que nous vivons qui est très, très intéressante aussi. Ah, c'est clair. C'est clair. Qu'est-ce que je voulais dire? Que de belles choses. Si, je voulais dire quand même que lorsque le cinéma de Hong Sang-soo va croiser l'actrice Kim Min-hee, il va vraiment se passer quelque chose. C'est de plus en plus. C'est quand on revoit toute sa filmographie, quand on commence par le début, on s'aperçoit qu'il se passe quelque chose avec la rencontre avec Kim Min-hee. Mais ça, c'est pour d'autres épisodes. Night and Day 2008, 8e film de Hong Sang-soo. C'est pas un film parisien, mais c'est un film qui se passe en France, à Paris et à Deauville aussi, à part 2 fois. Et pour venir en parler, c'était Clément et Loïc de Prisme Cinéma. Et je suis vraiment très content. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci à toi. On va te prendre au mot, méfie-toi. Avec plaisir. Allez, générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle